Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 101%. Je suis très fier d'étraîner le premier 101% avec cet éclairage. Voilà. Si, c'est ça, hein, Alex? Non, le deuxième, parce que vendredi dernier, il y a eu l'invité du vendredi. Bon, bah, il y a eu l'invité du vendredi qui était avant moi avec une nouvelle lumière. C'est pas grave, je suis premier des animateurs récurrents de 101% avec une nouvelle lumière. Au sommaire de l'émission, le reportage sur Remember Me, critique de jeu Zero Clash 2, Retro Magic Giant Citizen Kabuto. Mais tout de suite, on se téléporte. Bienvenue chez moi pour le 101% debug mode du Golden Show. Et on commence tout de suite par... en fait, on est le matin, il est 11h. Les répétitions pour le Golden Show commencent à 14h. Et le problème, c'est qu'on a inventé un gag avec Poulpe. Et on l'a inventé hier. Donc ça fait que ce matin, j'ai dû aller acheter des gants en latex. Et ma matinée commence par essayer de fabriquer ce truc. Voilà, vous en avez fini avec votre gant rouge. Maintenant, vous pouvez prendre votre gant bleu. Ah là là, ça va péter. Et voilà, le pire costume de Goldorak qu'on ait jamais vu. Je peux pas me servir de ça, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est trop moche. Et tout de suite, on regarde les news. Transfert. C'est pas possible. Disponible depuis quelques jours sur smartphone et tablette, Les Mystérieuses Cités d'Or, le vol du Condor reprend le background de la série animée pour en faire un Endless Runner, ou Endless Flyer en l'occurrence, laissant le joueur piloter le fameux Condor. Si Les Mystérieuses Cités d'Or est un nom qui parle évidemment aux trentenaires, il faut savoir que ce titre se base sur la toute nouvelle saison diffusée récemment sur TF1. Un choix que nous explique Cédric Littardi, le président d'Inis Interactive, le studio en charge du développement. De se baser sur la deuxième saison, le risque c'était de moins parler aux trentenaires pour plus parler aux enfants. Alors les trentenaires, ils ont un peu plus de recul et ils savent bien que c'est la même série. Donc après, le choix de sur quoi on va travailler, il y a eu beaucoup de raisons qui nous ont déterminés à le faire sur la nouvelle saison. La première, c'est que c'est une nouveauté et qu'elle est diffusée sur TF1. Donc autant être au goût du jour parce que c'était assez difficile d'être à l'actualité totalement novateur sur une série qui avait 30 ans. Au-delà de ça, la série a été développée en partie en 3D. Ce qui veut dire qu'on a pu utiliser les modèles qui sont utilisés dans la série pour notamment faire le Gondor. Donc on est sur une série qui est totalement fidèle à l'original par certains côtés. Et ça c'était un bon défi, c'était de réutiliser des assets de l'animation pour faire du jeu vidéo, les modéliser un peu plus en 3D, faire le rendu, ce qui n'était pas simple. Mais en tout cas être totalement cadré sur l'univers. Plusieurs genres auraient pu convenir à cette série bénéficiant d'un background assez massif. On pense par exemple à du puzzle game ou même à du point and click. On peut alors se demander pourquoi avoir choisi le style Endless Flyer. Les tablettes, un support qu'on peut partager, et donc dans les gameplays intéressants avec les tablettes, on s'est orienté vers le gameplay de l'Endless Runner, donc les jeux de course éternels avec des obstacles, avec des choses à ramasser, avec une évolution à faire. Sauf que là, on a plutôt fait un Endless Flyer, à savoir un jeu où on vole. Et on s'est rendu compte que s'il n'y avait pas beaucoup de flyers, c'est justement parce que ça pompait beaucoup de ressources, parce que ça va plus vite, parce que donc il y a plus de 3D qui défile. Donc on a essayé de faire un jeu simple, compréhensible par tout le monde, donc qui existe, dans un univers qui existe, avec un gameplay qui existe et qui a été testé et que tout le monde peut comprendre, mais d'innover en lançant un jeu de vol, en le mettant dans un univers différent et en surtout essayant de faire quelque chose, une expérience vraiment amusante. Si l'initiative est agréable, on questionnera tout de même la pertinence du genre choisi, en espérant effectivement que cette série donne lieu à l'avenir à quelque chose de plus intéressant en termes de jeux vidéo. Quelques mois seulement après la sortie du jeu, un nouveau DLC vient enrichir le contenu du jeu Strike Suit Zero. Nommé Heroes of the Fleet, ce contenu téléchargeable vous coûtera 6 € pour accéder à 5 nouvelles missions se déroulant après les faits du jeu original. On se voit participer à un entraînement dans un simulateur pour revivre 5 moments importants des guerres coloniales spatiales avec une toute nouvelle intelligence artificielle. Mais comme toute nouvelle IA qui se respecte, elle va se rebiffer et nous poser des problèmes plus importants que prévu. À côté de ce DLC, une mise à jour du jeu offre à tous les joueurs possédant le jeu un éditeur de mode baptisé Xmod et relié au système Steam Workshop afin de permettre à la communauté de créer son propre contenu. Une initiative bienvenue quand on sait que le jeu a été plutôt bien accueilli par les joueurs.
Plants vs Zombies revient sur le devant de la scène avec un titre appelé Plants vs Zombies Adventures. C'est gratuit et ça se passe sur Facebook. Il s'agit toujours d'un jeu de Tower Defense où vous devez résister à des vagues de zombies à l'aide de plantes. Et oui, des plantes. D'ailleurs, ces dernières se révèlent très efficaces puisque vous pourrez utiliser des plantes crachant des graines, des grosses noix permettant de stopper les zombies, des cerises qui feront office de bombes. Bref, on retrouve la recette qui a fait le succès du premier jeu. Si les habitués de la série retrouveront assez rapidement leur marque, quelques différences et nouveautés sont tout de même à signaler. La plus importante étant probablement que les plantes ne visent plus uniquement les zombies en face d'elles, mais tirent dès qu'un zombie rentre dans leur zone. Ainsi, les zombies n'arrivent pas forcément de la droite de l'écran comme c'était le cas dans le premier opus, mais peuvent arriver d'un peu n'importe où. Autre différence, passage au social game oblige, le jeu se dote d'un côté gestion de bâtiments et des plantes sur le long terme. Les plantes mettent un certain temps réel pour pousser, et ces dernières sont supprimées une fois qu'elles ont été utilisées pendant un niveau de l'histoire. Il faudra également récolter de l'expérience et de l'argent en provenance de vos bâtiments afin de pouvoir acheter de nouveaux objets ou faire pousser de nouvelles plantes. Il est bien sûr possible d'échanger des objets avec vos amis et même d'attaquer leur base avec des zombies. En conclusion, pour peu que vous ne soyez pas totalement allergique aux jeux Facebook et que le concept de Plants vs Zombies vous plaise, alors Plants vs Zombies Adventures vous fera passer d'excellents moments grâce à son humour toujours aussi décalé et ses zombies en manque de chair fraîche. Sinon, sachez également qu'un Plants vs Zombies 2 est prévu et devrait sortir au mois de juillet. Nous vous tiendrons bien sûr informés. De tennis, ça c'est de la perche de Clément Morin. Ça c'est une hache pour avoir l'air chelou dans le métro. Et t'as son matériel en fait. Oui. Voilà, Sympa. on a pas mal de sacs. Parce que là on part pour les répètes, il est 14h. La hache dans le métro, je sais pas si ça va le faire. On se retrouve directement à la salle après le reportage sur Remember Me. This is for everything you did to me. And that's for everything else I can't even remember. À l'approche de la sortie de Remember Me, un jeu d'action-aventure cyberpunk situé dans un néo-Paris visuellement épatant, nous avons été visiter le studio de développement Dontnod, situé dans le 19e arrondissement de Paris. L'occasion pour nous de prendre en main le jeu, mais aussi d'aborder des thématiques variées, comme la narration, la musique, les choix de design ou encore la difficulté de produire un jeu AAA en France. Nous avons donc rencontré certains membres clés de l'équipe ayant travaillé sur ce titre édité par Capcom, comme Oscar Gilbert, directeur général de Dontnod, qui a travaillé 2 ans chez Ubi en tant que producteur, a dirigé un studio de développement en Belgique et a également bossé chez Criterion sur le moteur Renderware. On a commencé le studio en 2008 avec 5 associés, Hervé Bonin, directeur de production, Jean-Maxime Maurice, directeur créatif, Alexis Briclot, directeur artistique, et Alain Damasio, notre scénariste et directeur narratif. Donc on a commencé en 2008, on était 5. Premier employé nous a rejoint je crois en juin 2008 et puis petit à petit on a grossi et aujourd'hui en pic de production on dépasse la 100aine. Alors évidemment, on se demande s'il était difficile de lancer un titre aussi ambitieux, un AAA pour reprendre le jargon du milieu, en France. Sachant que la production du jeu a connu des hauts et des bas, comme nous avons déjà pu le voir dans le double Extra Life précédemment consacré à Remember Me. Alors c'était finalement pas si compliqué que ça, c'est étonnant de dire ça parce que ça paraît incroyable, mais en fait on avait défini moi j'avais défini cette stratégie dès le départ. Je voulais faire des titres ambitieux, je voulais faire un truc qui a vraiment la qualité des plus beaux jeux réalisés dans le monde. Et on a eu ça dès le départ. Et le fait de s'être placé là, au début, certaines personnes disaient « mais vous êtes complètement fou, vous n'allez jamais y arriver ». Mais en fait, d'avoir tenu cette stratégie, finalement, ça a été un facteur différenciant qui a fait qu'on a réussi à séduire d'abord en 2008 le Grand Prix de l'innovation, ministère de la Recherche, donc sélectionné. Il y avait 1000 entreprises qui ont candidaté à ça, on a été choisis, une centaine ont été choisis et 5 qui ont touché le maximum de la subvention, dont nous. Et voilà, on s'est dit, voilà, on veut vraiment faire un truc de qualité, de haut niveau. Voilà, on a réussi ce concours. Ensuite, le fait d'avoir été présélectionné de cette manière-là a séduit des business angels qui, eux, nous ont financé pour commencer à recruter, monter, faire un prototype, séduire Sony. On séduit Sony. Ça faisait 3 ans que Sony n'avait pas signé avec qui que ce soit, et nous, bam, on arrive là et ils signent avec nous. Le dernier, c'était Quantic en Europe.
On bosse avec eux, on fait des super assets. Bon, il y a des changements de stratégie chez Sony, on arrête avec eux, on repart avec Capcom assez vite finalement, et on fait ce jeu. Et je me dis que non, c'était pas si difficile que ça. On a fait les choses les unes après les autres, même si effectivement il y a eu des... Quand Sony vous annonce qu'on les change de stratégie, c'est toujours un petit peu dur, mais finalement voilà, ça nous a permis de reprendre les choses qu'on avait déjà faites, de les pousser un peu plus loin, de changer certaines choses dans le concept, de faire quasiment un nouveau projet avec Remember Me, parce qu'on était sur la Drift, on est passé sur Remember Me. Donc voilà, c'était une belle histoire. Je dirais que c'était un rêve, vraiment un rêve qu'on a eu quand on était 5, il y a 5-6 ans déjà, qui est devenu une réalité aujourd'hui. Parmi les cofondateurs de Dontnod, on trouve un intrus. Un intrus dans le sens profil atypique, une personne dont le background n'est pas lié aux jeux vidéo, mais à la littérature. Je suis Alain Damasio, donc à l'origine écrivain de science-fiction et de fantastique, novelliste aussi un petit peu. Maintenant, depuis 5-6 ans, scénariste aussi, donc j'ai fait 2 séries télé qui n'ont pas vu le jour, mais qui m'ont formé, BD et là jeux vidéo, donc, et sur Dontnod, donc j'étais cofondateur du studio. Donc ils étaient 4 au départ, ils m'ont appelé parce qu'ils voulaient justement une narration très, très pointue, en tout cas très déployée. Et voilà, j'avais été Grand Prix de l'Imaginaire, j'avais ma petite réputation, du coup ils ont été me chercher et ils m'ont dit « On a un tout petit pitch, tu nous fais un univers avec ça ». Et donc je me suis lancé dans le projet. Au début c'était marrant parce que c'était un projet qui n'était absolument pas financé. Pendant 1 an on s'est vu le lundi soir et on buvait les bières et puis on délirait. Et moi j'ai fait beaucoup de projets comme ça, il n'y avait pas d'argent, et puis ça me gênait pas. Et puis il se trouve que l'argent est tombé, et du coup c'est devenu un énorme truc, quoi. Et donc j'avais mis un petit doigt, puis je me suis retrouvé avec tout le bras embarqué dedans pendant 3 ans, et ça a été très riche. Aujourd'hui, Alain travaille sur un scénario de long métrage animé avec Yann Kounen et l'immense Marc Caro, basé sur son second roman, La Horde du Contrevent. Alain n'est pas un gamer à la base, même s'il a joué à la série Uncharted sur les conseils de Jean-Maxime, le directeur créatif de Remember Me, ainsi qu'à FIFA et Soulka pour le plaisir. Donc je suis arrivé vraiment comme un candide, quoi, le pur noob arrivant, tu vois, sur le secteur avec ma culture plutôt philosophique, sociologique et littéraire, quoi. Mais c'est ce qu'il voulait en même temps, quoi. C'est ce qu'il voulait. Il voulait quelqu'un qui vienne vraiment hors du sérail et qui apporte une nouvelle vision, un nouveau souffle là-dedans. L'aventure Remember Me a débuté sur un simple pitch qui a su séduire Alain Damasio. C'était donc Hervé Bonin, un des 4 fondateurs qui venait de l'industrie et quelqu'un qui a des très bonnes idées, je veux dire, narrativement. Et il avait, je sais pas si c'était lié à sa vie, mais un concept de dérive. C'était ça son... Et il voulait un Paris futuriste 2080-2090, monter les eaux, à moitié inondé, un quadragénaire à la dérive là-dedans, un côté un peu polar, un peu film noir. Et puis, c'est quelqu'un qui lit beaucoup de SF, il voulait des gens en réalité augmentée. C'est-à-dire quand tu te balades dans la rue, t'avais sur les bras cervicales une sorte de réalité augmentée. J'avais juste ça, quoi, voilà, c'était... Et en fait, je suis parti du concept de réalité augmentée en me disant, bon, c'est hyper classique, c'est hyper cyberpunk, machin. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Et j'ai développé l'idée de ce module capable d'enregistrer sur le système nerveux central des informations, quoi. C'est-à-dire, je me suis dit, bah, si on pouvait coder et décoder le système nerveux central, et du coup enregistrer chaque événement de notre vie, numériser entièrement la mémoire, qu'est-ce que ça donnerait, quoi, voilà. Et on est parti sur cette idée de digitalisation de la mémoire, et après de piratage de la mémoire, de partage de la mémoire, de vol, de trafic de la mémoire, etc. Donc de fonder une société entièrement sur l'échange économique de souvenirs, en fait. Donc ça a été ça le concept de départ. Un concept qui n'a été que très peu modifié malgré les aléas de la production du jeu. On a essayé de bâtir vraiment avec Stéphane et puis toute l'équipe, parce qu'on a été à un moment donné, pendant 8 mois, j'ai embauché une équipe de 7 personnes. Il y avait 4 écrivains de SF, il y avait des réalisateurs, il y avait des dialoguistes, etc. On avait vraiment une équipe qui était chouette et riche. Et on a essayé vraiment de bâtir un Néo Paris 2084 crédible, consistant, avec une vraie cohérence interne, autour de cette idée d'économie mémorielle, quoi. On a beaucoup bossé dessus, il y a 1200 pages de bible narrative, donc c'est un énorme boulot, vraiment, c'est un énorme boulot qui pourrait générer je sais pas combien de romans, de nouvelles, de films, etc. On a vraiment une base que je trouve super intéressante. Et la fierté, c'est que le concept n'a pas été touché du début à la fin. C'est-à-dire que Jean-Maxime Maurice a été extraordinaire dans la faculté à tenir le cap du concept de départ, tu vois, et à le maintenir, à le développer et à le vendre auprès des éditeurs, mais aussi auprès de la presse. Je trouve une capacité extraordinaire à valoriser la dimension justement spéculative du jeu, quoi.
Donc ça, c'est ma fierté. C'est que le principe est là. Le principe d'une technologie intrusive, manipulant les gens et faisant écho à ce qu'on vit, nous, avec Facebook, avec les réseaux sociaux, avec toutes les technologies intrusives qu'on a autour de nous, qui sont énormes maintenant. Et la traçabilité des êtres, des choses, a jamais été aussi forte qu'en 2013. Et puis ça va continuer. Hein. C'est-à-dire qu'on est dans un monde extrêmement contrôlé, extrêmement géré et autogéré. Et que par rapport à ça, il faut prendre conscience de l'aspect extraordinairement intrusif que ces technologies ont amené. Outre sa direction artistique et sa narration, Remember Me s'appuie également sur une bande-son surprenante composée par Olivier de Rivière. Ce dernier est connu pour la superbe BO du dernier Alone in the Dark, mais aussi pour avoir collaboré avec de petits studios indés comme Spiders sur Of Orcs and Men. Olivier n'a pas été pistonné du fait de sa nationalité française. Il a répondu à un appel d'offres de Dontnod, un concours auquel de nombreux compositeurs internationaux ont participé. C'est finalement son approche qui a été retenue pour son originalité. Il va maintenant nous parler de son travail sur Remember Me. La première étape, c'est la rencontre avec le creative director, qui est Jean-Max Maurice, qui lui, en fait, me transfère tout son jeu, toute sa vision. Et c'est là où Remember Me est très particulier, c'est que pour autant que la plupart des jeux sont dans des univers plutôt réalistes, plutôt contemporains, où on a nos repères, Remember Me, ils ont tout inventé. Mais ils ont tout inventé depuis, on va dire, ce néo-Paris complètement haussmannien sur sa base et ses structures futuristiques, mais jusqu'à la boîte de la canette, tout a un sens, tout est cohérent. Donc lui, quand il m'a balancé tout ça, Jean-Max, il faut savoir que moi, ça faisait 2 ans qu'il y pensait, moi ça faisait 2 heures que je connaissais, j'avais l'impression de me prendre un tsunami. Et donc je me suis dit, mais c'est quand même très confus, quoi, c'est très confus. Et c'est le mot un peu qui ressortait, c'est-à-dire Néline, elle a perdu sa mémoire, elle est confuse, elle est perdue et tout ça. Donc cette première étape, c'est essentiel, c'est-à-dire la rencontre avec le créatif, et parce que ça me permet à moi d'absorber tout ce qu'il me dit et de commencer à le transformer en musique, mais seulement d'une manière désolidarisée du jeu. C'est vraiment lui et moi, on parle, et il me donne ses concepts, et moi je les transmets en musique. Donc ça, c'est la première étape. La seconde étape, c'est quand on voit le jeu, la structure sur papier, encore une fois, et on se dit, bon bah voilà, chapitre 1, 2, 3, 4, puis là il y en a 8, et ben ce thème-là, cette instrumentation-là, où est-ce qu'on la met? Qu'est-ce qu'on en fait? Et donc on fait la structure. Donc en fait, on envisage tout le jeu avant même qu'il existe, musicalement. Parce que ça permet au creative director de savoir où est-ce qu'il en sera vis-à-vis de sa musique aussi. C'est-à-dire que c'est pas une fois que j'ai fait mon jeu, je vais mettre la musique. Non, c'est tiens, oui là, le mood, c'est-à-dire l'état d'esprit dans lequel je veux que le joueur soit, c'est ça. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et la dernière étape, c'est quand on part vraiment en prod, c'est-à-dire que eux, on va dire pendant 6 mois, 1 an, 2 ans parfois, ils font le jeu, ils arrivent à un niveau suffisamment avancé pour que moi, je puisse venir dans les studios, jouer au jeu et commencer à discuter avec eux de la manière dont la musique va pouvoir s'intégrer. Et c'est là où je suis en rapport direct avec le directeur créatif Nicolas Tepliski, qui lui met en place tout le système et qui fait que moi je compose en fonction de la technologie et aussi des intentions de Jean-Max. Contrairement à Alain Damasio, Olivier est un gamer averti, un vrai, ce qui l'a aidé dans son approche musicale des phases de gameplay. Étant moi-même joueur, je cherche toujours à savoir quelles sont les mécaniques de gameplay essentielles du jeu. Pour Remember Me, il y en a 2 globalement. La première, c'est les combats, c'est à peu près 50% de l'expérience. La deuxième, c'est le Memory Remix. Jean-Max, lui, ne souhaitait pas de musique sur le Memory Remix, parce qu'avec Nicolas, il voulait faire des effets, des trucs comme ça, donc tant mieux, ils avaient leur vision. Et de l'autre côté, il y avait les combats. Et les combats, je considérais en tant que joueur que d'arriver dans un combat et d'avoir la musique combat et d'en sortir de sorte à ce qu'il ne se passe rien d'autre que cette musique-là, c'était un peu normaliser l'expérience, faire en sorte que on allait vivre tout le temps la même chose. Et comme le jeu, donc ça parle beaucoup de l'organique, qui devient digitalisé, numérique. On s'est dit, on n'a qu'à rendre les combats le plus organique possible, à savoir dépendant de ce que le joueur va décider de faire. C'est-à-dire que si le joueur est dans une ascension de réussite, la musique va en fait le pousser à continuer. Donc comme ça fonctionne par des combos, c'est-à-dire que tu fabriques toi-même tes propres combos et tu les appliques. Si tu appliques le combo, au moment où tu appliques le combo, la musique commence à grandir. Et c'est ça, dépendant de comment tu appréhendes le combat. Donc il y a un joueur qui va peut-être finir un combat en se disant « Oh là, c'était génial le combat, je me suis éclaté » et tout ça, alors que l'autre qui aura galéré n'aura jamais eu la bonne musique de soutien, mais c'est pas punitif non plus, la musique elle est pas là à faire c'est juste qu'en gros on cherche à rendre aux joueurs ce que beaucoup de joueurs attendent, c'est-à-dire un reward, c'est-à-dire tiens j'ai réussi mon combo, j'ai réussi le combat là, j'ai quelque chose en plus, voilà quoi. Donc ça a été vraiment la partie la plus délicate vis-à-vis de l'implémentation pour les combats,
Et bien sûr, on a mis ce système-là pour beaucoup de combats, mais il y a des combats qui sont uniquement narratifs, c'est-à-dire la musique, elle évolue pas en fonction du combat, mais c'est une musique narrative qui, parce qu'on vient de là et qu'on va aller là, il se passe quelque chose d'autre. Donc on casse aussi les codes. C'est Remember Me, c'est très dirigiste. Donc on n'est pas dans un contexte tu fais ce que tu veux. Par contre, comme c'est dirigiste, nous on fait ce qu'on veut de toi. Et c'est ça qu'on a essayé de faire, c'est-à-dire de casser parfois les habitudes du joueur pour justement éviter qu'il se dise ah je sais ce qui va se passer. Pour conclure ce reportage, nous avons posé quelques questions à Jean-Maxime, directeur créatif du jeu, qui fait un point sur la production délicate de Remember Me. Bah oui, il y a eu des hauts débats, il y a eu énormément d'adversité par moments, de facteurs exogènes qui sont rentrés dans le fonctionnement du studio, mais ça a toujours été un tel plaisir, un tel kiff de porter cette vision et de la partager et d'avancer ensemble avec tous ces gens que j'en tire une satisfaction totale aujourd'hui à l'orée de la sortie du jeu et je changerai rien, je changerai même pas le moindre obstacle sur lequel on a dû buter, gravir, passer. Non, parce que tout fait partie de ce qui nous a amené ici aujourd'hui à parler avec vous du jeu. Get off of me! Remember Me est un jeu linéaire. Jean-Maxime nous explique les raisons de ce choix, sachant qu'un jeu de ce type possède, ce qui peut paraître surprenant, un coût de développement équivalent à celui d'un jeu open world. Si on parle de jeux AAA, alors c'est tout à fait vrai, effectivement, ça coûte quasiment aussi cher en fait de construire un monde vraiment cohérent, fort, narrativement, émotionnellement, etc. en linéaire, que de produire un jeu en monde ouvert ou semi-ouvert, où effectivement le gameplay va être beaucoup plus systémique et où à partir de simples systèmes et de mécaniques de gameplay, on va bâtir une expérience qui sera moins narrative mais qui sera tout autant du jeu vidéo. Et moi j'ai aucun jugement de valeur, l'un est mieux que l'autre, non, c'est deux façons d'aborder les choses différemment. Mais je pense qu'il y a une autre catégorie de jeu qui s'est dessinée, alors là c'est pour moi c'est le quadruple A, et où tu peux avoir les deux effectivement. Et c'est, là on parle de studio, tu parlais de Far Cry 3, là on commence à parler de taille d'équipe beaucoup plus conséquente, et je pense que Far Cry 3 est le bon exemple d'un jeu où là la narration est excellente et fait à la fois du linéaire sur certaines portions et à la fois du systémique, mais avec tellement de détails et de sens dans absolument tout ce que tu vois, que c'en est vraiment extraordinaire. Et puis t'as les GTA, t'as les Red Dead, t'as les Assassins, et ça, c'est un type de jeu, alors où il faut être peut-être 800, 1000 pour le faire. Nous, on n'est pas de cette taille-là, on a été une centaine de personnes au maximum, et on a choisi nos batailles. Notre but, c'était de raconter une histoire dans un univers. C'est l'histoire de Nilin, à Néo-Paris en 2084. Et on a choisi une structure linéaire, parce que c'était ce qui nous permettait de garder un maximum de contrôle sur les événements, les émotions que le joueur allait traverser. Il fallait effectivement, comme tu le dis, que ce soit soutenu par un univers fort pour jamais lasser. C'est le cas visuellement, c'est le cas aussi au niveau de la musique. Et il y a quelqu'un qui a joué au jeu récemment et qui m'a dit quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. Il m'a dit, c'est pas un open world, mais il y a tellement de détails, dès que je m'arrête, je suis capable de me perdre sur un seul plan de caméra. Et ça, je trouve ça très intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement, dans Remember Me, si tu t'arrêtes, tu vas pouvoir tourner la caméra un petit peu partout, et tout ce monde, tu vas pouvoir te créer vraiment une histoire autour de ça, extrapoler à partir de ce que tu vois à la caméra, parce qu'il y a énormément de passerelles vers l'imagination. Le succès de Remember Me dépend de nombreux paramètres. Séduisant, le jeu l'est incontestablement grâce à son univers travaillé, s'appuyant sur quelques-uns des piliers abordés dans ce sujet, sa narration, sa musique, sa direction artistique et une équipe motivée, ambitieuse, qui a su garder le cap malgré une production compliquée. Le gameplay est là aussi et se démarque par un système de combat original permettant aux joueurs de façonner ses propres combos. Sans oublier bien sûr les fameuses séquences de remix où l'on peut manipuler les souvenirs d'un PNJ. Un jeu à suivre donc, qui sera prochainement critiqué dans son 1% à l'occasion de sa sortie le 7 juin prochain. My name is Nilin. This time, you'll remember me. Bonsoir à tous et bienvenue ce soir pour ma circoncision. Allez, aux anchois. Un cadeau. Mais tu es dans le Golden Show, je croyais que tu étais le suricate maintenant. Mais je suis une hirondelle libre, je vais là où le vent me porte. Donc je suis suricate de cœur, mais je suis Golden Show de famille, j'ai envie de dire. C'est une hirondelle le suricate? C'est un genre d'hirondelle, en Afrique du Sud. Hey, yo, ça se passe sur planète Mars. Vous pouvez changer de place, s'il vous plaît?
Oui. Et où tu le regardes? Numéro 8. Oui, c'est vrai qu'il y a un petit peu de temps qui s'est passé entre le Golden Show 7 et le Golden Show 8. Quoi? Un an? Ça c'est Rick. Ça c'est Ramsey. On regarde la critique du jeu Xenoclash 2. Good. It's like the other ones I've seen. On peut se plonger dans un jeu vidéo comme dans un livre ou un film, pour une multitude de raisons. Pour se distraire évidemment, pour passer le temps éventuellement, pour se défouler assurément, pour s'instruire plus occasionnellement. Mais également pour être étonné tout simplement, pour être témoin du curieux, de l'inconnu, voire du surnaturel ou de l'irréel. Les moyens d'y arriver sont nombreux et ont donné lieu à de nombreux courants différents, parmi lesquels on retrouve le merveilleux, la fantasy ou encore le fantastique. Ceux-ci se distinguent principalement les uns des autres par la manière qu'a le surnaturel d'y intervenir. Par la manière en somme qu'ont les protagonistes d'appréhender le monde dans lequel ils évoluent et les événements auxquels ils sont confrontés. Ainsi, quand le merveilleux accepte d'emblée le surnaturel comme la norme, le fantastique s'attache à laisser au surnaturel son caractère étonnant, voire impossible. Tandis que la fantasy, c'est compliqué. Par exemple, si l'on devait imaginer un monde où les développeurs chiliens étaient légion, un monde dans lequel on aurait pour habitude de jouer à des FPS se passant presque entièrement d'armes et préférant une ambiance et un discours à une débauche d'artifices narratifs. Si ce monde imaginaire devait considérer tout cela comme normal et admis, alors la sortie d'un jeu comme Xenoclash 2 aurait affaire au merveilleux. En attendant, elle est purement et simplement fantastique. Ou peut-être qu'elle est un peu des deux. Peut-être que la sortie de Xenoclash 2 est complètement fantasy en fait. Suite directe du premier épisode, Xenoclash 2 commence exactement là où son prédécesseur nous avait laissé, à savoir sur une espèce de gros cliffhanger dont le développeur vous serait gré de vous souvenir, car ce deuxième volet suppose d'entrée de jeu que vous avez joué à son prédécesseur. Et que vous connaissez donc le monde de Xénozoïque qui lui tient lieu de cadre. Il suppose également que vous avez gardé en tête les premières aventures étonnantes de Gat, qui fera à nouveau office de héros. Si ce n'est pas le cas, il vous reste qu'à vous procurer le premier épisode sur PC ou XBLA, ou à défaut, de vous contenter de la page Wikipédia qui lui est consacrée. Sachez en attendant qu'il y était d'une part question d'un certain père-mère, une créature vaguement aviaire qui a longtemps capturé des enfants à leur naissance pour se faire passer pour leur unique parent et les élever dans la ville d'Alstedom. Et d'autre part du mystérieux golem qui a révélé la supercherie et proposé aux habitants d'Alstedom de les aider à retrouver leurs vrais parents après avoir été tirés d'un long sommeil par Gad. Oui, c'est tout à fait cryptique, d'autant que Xenoclash 2 prend place dans un monde merveilleux peuplé de créatures éminemment étranges et très souvent repoussantes, à l'instar du fameux père-mère. Un monde merveilleux dans lequel intervient le fantastique, puisque ces mêmes créatures n'ont qu'une vague idée du monde dans lequel elles évoluent, et ne savent absolument pas qui est le golem, ni d'où il vient. Et comme cette cohabitation entre merveilleux et fantastique est assez compliquée, on rangera le jeu dans la catégorie bien pratique de la fantasy. Une catégorie qui nous offre en tout cas un univers parmi les plus hallucinés que le jeu vidéo a pu connaître. On y reconnaît des influences préhistoriques dans le faible nombre et le caractère très primitif de ses habitants, mais aussi steampunk dans l'avancée technologique énorme dont semble disposer le golem. Et on se balade relativement librement dans des décors rappelant tantôt Dali, tantôt Gaudi, tantôt le duo Jodorowsky-Moebius. À moitié perdu en permanence et sans cesse étonné, on accueille l'étrange à la fois comme le moyen de servir un discours assez intéressant et bien amené sur des thèmes comme la liberté ou la vérité et comme un but en soi. C'est là que Xenoclash 2 tire son principal intérêt et de ce côté-là, il n'échoue jamais. Cet univers si particulier, Xenoclash 2 nous propose de le découvrir à la première personne, à travers les yeux de Gat. On serait donc tenté de le qualifier de FPS, seulement le jeu ne fait que très rarement intervenir des armes, qu'elles soient de mêlée ou à projectiles. Il s'agit plutôt en réalité d'une sorte de beat'em all en vue subjective, puisque la grande majorité des combats se résolvent à main nue. La prise en main se veut alors très simple dans le principe. Clic gauche pour le point gauche, clic droit pour le point droit. La touche espace venant de son côté gérer la garde et l'esquive. En partant de là, il est possible de déclencher des enchaînements en alternant les deux points. De donner de plus gros coups en maintenant ses clics. Ou encore de réaliser des contres ou des parades parfaites en utilisant bien la garde. Il
sera certes possible de ramasser des sortes de fusils ou de massues de temps à autre, mais leur utilisation restera tout à fait occasionnelle et très éphémère. Des équipements un peu plus particuliers récupérés auprès du golem pourront bien être utilisés en permanence, mais ils serviront finalement bien plus en exploration qu'en combat. Une fonctionnalité qui, combinée à des déplacements à peu près libres, mais souvent confinés dans des niveaux assez étriqués, tente à rapprocher le jeu d'un Zelda-like. Les différents totems à trouver et les points à attribuer dans différentes caractéristiques qu'ils apportent pourraient de leur côté presque lui confier un petit côté RPG, tout comme son déroulement séparé en quêtes principales et optionnelles. Il est alors assez difficile d'attribuer un genre précis à Xenoclash 2, qui flirte avec l'aventure, le beat'em all, le FPS et la baston, mais au final, on s'en moque pas mal. D'une part parce qu'accueillir un jeu trop original pourrait être défini facilement et tout ce qu'il y a de plus plaisant. Et d'autre part malheureusement parce que ce n'est pas par son gameplay qu'il risque de briller. Car Xenoclash 2, malgré toutes ses qualités, c'est aussi des combats finalement assez mous et rébarbatifs. Un level design souvent affreux, un contenu plutôt limité, une durée de vie un peu juste, une interface et une ergonomie assez repoussantes, ou encore des allers-retours nombreux et fastidieux. En fait, à bien des égards, on pourrait le considérer comme un mauvais jeu. But you lied to get them here. You're dead. Et pourtant, on ne peut pas considérer Xenoclash 2 comme mauvais. C'est étrange, mais il affiche un univers tellement hallucinant qu'il parvient en permanence à attirer notre attention ailleurs que sur ses nombreux défauts. C'est merveilleux parce qu'on finit même par les accepter, ces défauts. Ils deviennent vite une norme et finissent par s'insérer naturellement dans le jeu. Ils dérangent, mais rassurent presque, comme ces créatures aussi hideuses qu'étonnantes. C'est fantastique surtout parce que Xenoclash 2 reste une sorte d'aberration qu'on peine à s'expliquer. Le genre de jeu dont on peut dire le plus honnêtement du monde, c'est assez mauvais, mais jouez-y absolument. C'est notre metteur en scène. Il est en train de crier parce qu'on a du retard. On a du retard? Et il répond pas. Est-ce qu'on est dans les temps? Non. On n'est pas dans les temps? Non. Parce que je mange trop d'épices. Je fais comment les épices depuis tout à l'heure. J'en branle pas une. Voilà. Ça c'est vrai parce que je me rappelle d'une nuit à Londres. Voilà, donc on se prépare, là on va répéter sur scène, on prépare les caméras, tout ça machin, et en attendant on regarde Retro Magic. En 1997, peu après la sortie de MDK, un jeu qui a déjà fait l'objet d'un épisode de Retro Magic, l'équipe responsable de ce classique déjanté du third-person shooter décide de quitter Shiny Entertainment pour fonder sa propre société, Planet Moon Studios. La fine équipe se met alors au travail sur un successeur spirituel à MDK, mais encore plus délirant. Ce sera Giants Citizen Kabuto. Comment définir Giants? C'est un third-person shooter. Oui, mais c'est aussi un jeu de stratégie temps réel où l'on construit une base avant d'aller raser celle de l'adversaire. Certes, mais c'est aussi un jeu dans lequel on incarne un monstre géant capable de tout écraser sur son passage. Mais n'oublions pas que c'est également une sacrée claque graphique pour l'époque, proposant un univers visuel original et chatoyant. Oui, Giants c'est tout cela à la fois, et c'est d'ailleurs son trait de génie. En fait, dans Giants, le joueur est invité à choisir parmi 3 protagonistes. Il y a les Mecharines, de petits cosmonautes anglais équipés de jetpacks et de pistolets laser. Il y a les Marines, de plantureuses naïades peu vêtues, adeptes de la magie et maniant l'arc et le sabre. Et puis il y a Kabuto. Kabuto, c'est le géant qui donne son titre au jeu. Kabuto n'a que 2 préoccupations, manger et détruire. En mode solo, le joueur incarnera tour à tour chaque espèce. L'histoire prend place sur l'île, une planète improbable sur laquelle règne la cruelle reine Sappho, souveraine des marines. Sappho a bâti son empire sur l'esclavage des Smarties, des sortes de gnomes hydrocéphales à la bêtise réjouissante. I need my pills, Mr. Baz. I am very highly strung, you see.
Le jeu commence avec l'arrivée des Mécarines sur l'île suite au crash de leur vaisseau. Le joueur incarnera tout d'abord Baz, un Mécarine, qui se retrouve séparé du reste de son escouade et qui décidera de libérer les Smarties de la tyrannique Sappho. Les missions des Mécarines alternent séquences de tir, infiltration, aventure et stratégie. En effet, la dernière mission consiste à construire une base, à gérer ses ouvriers Smarties et son stock de viande de Vimp, et enfin à commander son escouade de cosmonautes pour triompher des forces de Sappho. Une fois ce premier tiers du jeu terminé, le joueur se retrouve dans la peau bleutée de Delphi, la fille rebelle de Sappho, qui mène elle aussi sa croisade contre sa mère. À défaut d'équipier contrôlable, Delphi aura accès à une panoplie de sorts spectaculaires. Le jeu surprend à nouveau en proposant des séquences de course en jet ski plutôt bien fichues où l'on pourra ramasser armes et bonus à la manière de Mario Kart. Enfin, la dernière partie du jeu met en scène Kabuto, le pas si gentil géant de l'île, bien décidé à bouffer tout ce qui bouge et casser tout ce qui ne bouge pas. Plus Kabuto mange, plus il devient grand et fort, mais plus il fait une cible facile pour les ennemis. Des sensations jouissives qui évoquent parfois une version 3D du mythique Rampage en arcade. Quiconque aura joué à MDK sentira clairement l'affiliation entre les deux jeux. On retrouve notamment la possibilité de sniper les ennemis et la présence de casernes générant des ennemis à l'infini à moins d'être détruites. L'un des grands points forts de Giants, outre la variété de son gameplay et sa forte identité visuelle, c'est son humour. Les cutscenes sont de petits bijoux d'humour nonsense et chaque intervention des Smarties est souvent l'occasion d'une franche rigolade. This food is raw. I never eat raw food. My wife cooks everything I eat. Oh my God, I forgot the wife. On citera également volontiers la qualité de la bande-son, composée à 4 bras par Mark Morgan et Jeremy Soule. Comme si le jeu n'avait pas assez à offrir avec son mode solo, Giants propose également un mode multijoueur dans lequel chaque joueur prend le contrôle d'une des races et se met sur la tronche pour le contrôle de la map. Malgré toutes ces qualités, Giants ne connaîtra pas un grand succès. Peut-être le jeu de Planet Moon était-il trop barré pour le grand public. Seule la version Mac connaîtra un joli succès sur cette plateforme. Malgré son semi-échec commercial, Giants est souvent cité comme l'un des titres fondateurs de la mouvance action-plateforme des années 2000. Et certains n'hésitent pas à déceler son influence dans des titres comme Jak and Daxter ou Ratchet & Clank. L'humour et l'originalité de Giants n'auront en tout cas pas échappé à un autre éditeur, qui décidera de produire le prochain jeu de Planet Moon. Cet éditeur, c'est LucasArts, et ce jeu, c'est Armed and Dangerous. S'il se déroule dans un univers à part, quelques indices laissent à penser qu'Armed and Dangerous se destinait à être la préquelle de Giants, avant que les ponts entre les deux jeux soient coupés, et sans doute pour des questions de droit. S'ouvrant sur les mots « basé sur une histoire vraie », Armed and Dangerous place le joueur dans la peau de Romain, un voleur au grand cœur cherchant à sauver le royaume du malfaisant roi Clovis, aidé dans sa quête par ses acolytes Q, le robot amateur de thé, Jonesy, l'homme taupe, et Rexus, un petit bonhomme puant ressemblant beaucoup aux Smarties de Giants. Votre eau, monsieur. Malheureusement, le joueur n'incarnera que Romain au cours de l'aventure, les autres personnages étant contrôlés par l'IA. Si on retrouve toujours l'ADN de MDK dans Armed and Dangerous, le jeu s'avère un peu plus conventionnel que Giants et propose un gameplay moins varié. L'humour est heureusement toujours au rendez-vous et s'avère particulièrement crétin. Non, je ne partirai pas d'ici. En plus, j'ai mes chiens à nourrir. Bon, Rixus, venez manger, petit. On se prend à attendre avec impatience la prochaine cinématique pour voir si les développeurs parviendront à faire plus bête que la précédente. Ce sont de bons chiens d'aveugle. L'humour et l'imagination de l'équipe de Planet Moon transparaît également dans l'arsenal mis à la disposition du joueur, avec des perles comme la bombe Sansutsu, qui retourne l'écran et fait tomber les ennemis dans le ciel, ou le canon lance-requin. Malheureusement, les autres jeux de Planet Moon s'avéreront beaucoup plus anecdotiques, à l'exception des sympathiques Infected et Afterburner Black Falcon sur PSP.
Le studio a fermé ses portes en 2011, mais ses fondateurs ont depuis fondé une nouvelle société, Rogue Rocket Games. Voilà, ce 101% est terminé. Si vous avez envie de voir le Golden Show, c'est en libre accès sur la toile, sur l'internet. Il suffit de chercher un petit peu avec vos petits doigts. Peutolé, non. Peloté, non. Potelé. Putain, c'est dur. Et pour terminer ce 120%, j'ai envie de vous montrer mon œuvre. Voilà, là, j'ai réussi. Bon, là, je l'ai fait au feutre, finalement. Hein. Vous voyez, je suis pas super bricoleur, mais finalement, je l'ai fait au feutre. Voilà, au revoir, à bientôt.